Des temps durs sont à craindre au Tchad. Le président Idriss Déby Itno a annoncé un retour aux années avant pétrole. Il a pris la parole à une assemblée générale des opérateurs économiques du parti au pouvoir. En Gambie, la confusion règne autour du permis de manifester du mouvement Occupy Westfield. Un groupe de jeunes s'est vu refuser la permission de protester. Le ministre de l'Intérieur a été relevé. Enfin, les pays producteurs de pétrole devraient prolonger à l'unanimité fin novembre un accord de réduction de la production. Cependant, la période de prolongation fait encore l'objet de discussions. Voilà pour les titres de cette édition. Merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a annoncé un retour aux années avant pétrole. C'était le week-end écoulé alors qu'il prenait la parole à une assemblée générale des opérateurs économiques du parti au pouvoir. Pour Idriss Déby, des temps durs sont à venir. Le chef de l'État est revenu longuement sur la nécessité pour les opérateurs économiques d'investir dans le secteur rural et d'oublier le pétrole qui a alimenté les rêves depuis 2003. Pour les travailleurs du secteur public, l'heure est à l'austérité. Avec le pétrole, de nouveaux langages sont sortis. Augmentation des prix, augmentation de salaire, augmentation. La réalité nous a rattrapés. Maintenant, on refuse de revenir en arrière. Mais on est obligé de revenir en arrière. On va être là où on était en 2003, explique sans détour Idriss Déby. Le chef de l'État tchadien se fait peut-être l'écho, sans le dire clairement, des mauvaises perspectives qui s'annoncent pour l'économie tchadienne. Largement dépendant des ressources pétrolières, le Tchad ne reçoit presque plus rien de la vente de son brut, qui est absorbé depuis 2 ans par le remboursement des créances dues au trader suisse Glencore. Le Tchad avait contracté ce prêt pour acheter des parts dans le consortium qui exploite le bassin pétrolier de Doba, au sud du pays. Mais avec la chute des cours du brut, la grande partie des recettes pétrolières est dédiée depuis 2 ans au remboursement de cette créance. Les différentes tentatives pour obtenir le rééchelonnement de la créance ont échoué. Le week-end écoulé, encore, une délégation ministérielle envoyée à Paris à cet effet est rentrée bredouille. Le président tchadien a aussi indiqué que pour les fonctionnaires, il faut envisager la fin des augmentations de salaire. En Gambie, la confusion règne autour du permis de manifester du mouvement Occupy Westfield. Un groupe de jeunes s'est vu refuser la permission de protester pour exprimer leur colère contre les délestages fréquents. Un refus qui a coûté sa place au ministre de l'Intérieur. Plus de précisions à travers cet élément. Malgré le retrait samedi du permis pour des raisons sécuritaires, alors qu'auparavant, la manifestation était autorisée, une trentaine de jeunes se sont rassemblés dimanche après-midi derrière une banderole Occupy Westfield pour lire une déclaration à la presse. Si à ses débuts, la mobilisation avait pour but d'exprimer un ras-le-bol contre les délestages, elle a aujourd'hui pris une autre ampleur. C'est désormais pour le droit de manifester que ces jeunes, comme Tony Mendy, se sont rassemblés. Maintenant, ça dépasse la compagnie d'électricité. Il s'agit d'avoir le droit de s'exprimer. Ils essaient de nous en empêcher sans raison convaincante et ce n'est pas ça, la Gambie, pour laquelle on s'est battu. Mais pour le porte-parole de la police, le permis a été retiré pour des raisons de sécurité après des informations reçues des services de renseignement. L'initiateur du mouvement, Alieu Ba, a donc demandé aux manifestants de rester chez eux. Mais il a tenu avec les meneurs d'Occupy Westfield à venir exprimer un message. Les jeunes Gambiens sont soutenus par des activistes connus du pays, notamment l'avocat Salieu Tal, le créateur du mouvement La Gambie a décidé, formé lorsque Yaya Jammeh refusait de quitter le pouvoir. Si on revient quelques mois en arrière, ce sont ces mêmes jeunes qui nous ont rejoints sous le slogan « La Gambie a décidé » et on a combattu ensemble la tyrannie. Quand le président était décidé à confisquer nos droits constitutionnels et notre vote. Je pense que c'est décevant que ces jeunes aient des difficultés aujourd'hui à simplement s'exprimer. Quant au rassemblement, il a finalement été dispersé au bout d'un quart d'heure par les forces de police.
Où en est l'Afrique après 30 ans de transition démocratique? Cette question a fait l'objet de débats du 10 au 12 novembre lors d'un dialogue politique régional organisé à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Au cours de ces assises, il était question d'analyser les dividendes économiques, démocratiques et sociaux de la transition sur les citoyens africains. La quintessence de cette rencontre avec le professeur Joël Aïvo, il est le président de l'association béninoise de droit constitutionnel. Non, on essaie juste d'interroger les pratiques des pays africains, de nous poser la question de savoir si le rêve de ceux qui ont combattu pour la liberté, tous ceux qui sont morts pour la liberté, la justice, pour la démocratie, est-ce que leur rêve 30 ans après est réalisé? Démocratie, d'accord, depuis 30 ans, mais qu'en avons-nous fait? Avons-nous avancé? Avons-nous réglé les problèmes? On ne s'est pas trompé de chemin, la démocratie est inéluctable. Nous voulons tous vivre en démocratie, nous voulons vivre en liberté. Parce que la démocratie a apporté pour les citoyens, en termes de dividendes quand même, la paix dans certains pays. Dans d'autres pays, la démocratie a été un explosif qui a conduit à la guerre, qui a conduit à l'instabilité. Depuis 1990, il y a des pays qui n'ont jamais retrouvé l'instabilité qu'ils avaient avant, dans les systèmes de partis uniques. Donc, il ne faut pas faire de démagogie et dire que la démocratie n'a apporté que malheur à l'Afrique. Non, ce n'est pas vrai. La démocratie a apporté la paix, la liberté, les élections dans nos pays. Donc, en termes de dividendes, nous constatons que les dividendes sont plus politiques qu'économiques et sociaux. Nous souhaitons que les pouvoirs publics soient davantage mobilisés vers la satisfaction des problèmes générés par la société. Démocratie politique, oui. Démocratie sociale. En République démocratique du Congo, 600 cas suspects de choléra ont été recensés dans 7 nouvelles zones de santé dans la région du Kasaï entre le 30 octobre et le 5 novembre dernier. C'est en tout cas ce qu'a déclaré dans un communiqué le ministère de la Santé. Les images. L'information a été rendue publique dimanche par le Programme national d'élimination du choléra qui indique que la région du Kasaï manque de structures adaptées pour les soins. Cette structure dit avoir déjà enregistré un nombre important de décès, sans donner de chiffres précis. 7 nouvelles zones de santé dans l'espace Kasaï sont touchées par le choléra, dont le territoire de Luiza au Kasaï central. Ces 7 nouvelles zones s'ajoutent aux 65 déjà affectées, ce qui porte à 72 le nombre total des zones touchées à travers le pays. Le coordonnateur du programme national d'élimination du choléra, le professeur Bompangé, dit avoir présenté un nouveau plan global de riposte contre le choléra qui, selon lui, est mis en œuvre depuis samedi. Ce plan prévoit de décentraliser la coordination nationale en dépêchant des équipes dans les zones les plus touchées. Ces équipes devront mener des investigations et intervenir. Pour lutter contre cette maladie, 6 tonnes d'intrants, composés notamment de solutions de réhydratation, ont été acheminées dimanche à Ngandadjika, Mouene Ditou et Luiza, les grands foyers apparus dans la région du Kasaï, a fait savoir le professeur Bompangé. Le ministère de la Santé veut éviter de revivre la catastrophe de Goma, où une grande épidémie de choléra a coûté la vie à plus de 50 000 personnes en 1994. Emmanuel Macron et Anne Hidalgo ont rendu hommage ce lundi aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 devant le Bataclan où 90 personnes avaient été tuées. Emmanuel Macron a déposé une gerbe devant la plaque commémorative lors d'une cérémonie d'hommage silencieuse en présence des familles des victimes. Emmanuel Macron a rendu hommage lundi aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis, qui avaient fait 130 morts en se rendant sur les 6 lieux des attaques en compagnie notamment de François Hollande. Sur chaque lieu, en présence des familles des victimes, il s'est recueilli devant la plaque commémorative et a déposé une gerbe pendant que le nom des décédés a été scandé par un message enregistré. Emmanuel Macron s'est rendu devant les restaurants et bars parisiens, cible des attaques en terrasse, le Carillon, le Petit Cambodge, la Bonne Bière, le Comptoir Voltaire, la Belle Équipe et enfin au théâtre du Bataclan. Le 13 novembre 2015, la France avait été frappée par les pires attaques terroristes de son histoire. 9 tueurs font 130 morts et plus de 350 blessés à Paris, dans la salle de concert du Bataclan, où 90 morts ont été dénombrés. Aux terrasses de plusieurs bars et restaurants, 39 morts et près du Stade de France avec 1 mort.
L'organisation État islamique avait revendiqué les attaques. Coopération militaire renforcée au sein de l'Union européenne. 23 pays de l'organisation signifiaient ce lundi leur intention de s'engager dans cette action, ce avec à la clé des objectifs et projets ambitieux pour relancer l'Europe de la défense. Les images. Au total, 20 engagements seront signés pour développer des programmes d'armement ou encore faciliter la mise sur pied d'opérations extérieures. À Bruxelles, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des 23 États membres qui participeront à cette coopération structurée permanente ont donc notifié leur détermination. Je vous ai regardé signer quelque chose qu'il y a juste un an. La plupart d'entre nous et la plupart du reste du monde considéraient impossible à accomplir. Alors, je reçois cette notification avec beaucoup de satisfaction, mais aussi avec un grand sens de responsabilité. Ceci est le début d'un travail commun. 23 États membres qui s'engagent à la fois sur les capacités et sur les étapes opérationnelles est quelque chose d'important. Nous sommes résolument en train de réaliser un moment historique dans la défense européenne. Depuis l'échec de la mise en place d'une communauté européenne de défense il y a 60 ans, les Européens n'ont jamais réussi à avancer dans ce domaine. Mais une succession de crises depuis 2014, dont l'annexion de la Crimée par la Russie, le conflit dans l'est de l'Ukraine, la vague de réfugiés, puis le vote du Brexit et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump ont changé la donne. Je l'annonçais en titre, le ministre de l'Énergie des Émirats arabes unis l'a bien dit, les pays producteurs de pétrole devraient prolonger à l'unanimité fin novembre un accord de réduction de la production. Cependant, la période de prolongation fait encore l'objet de discussions. Images et sons. Quasi-unanimité sur la prolongation entre les 24 producteurs OPEP et non OPEP qui s'étaient mis d'accord il y a un an pour réduire la production de 1,8 million de barils par jour. L'objectif était de rééquilibrer le marché, engorgé par une surabondance de l'offre. Chourel Al-Mazoué a salué à Abu Dhabi le consensus des producteurs autour de cet accord. Nous avons encore 158 millions de barils sur la moyenne de 5 ans et nous devons réduire cela, ce qui signifie qu'il y a un potentiel pour une extension. Je pense que ce groupe de pays producteurs responsables se sont rassemblés pour faire quelque chose qui est dans l'intérêt de tous, comme je l'ai dit, et je pense qu'ils continueront. Ma prédiction pour la Réunion est qu'ils continueront à faire ce qu'il faut pour nous ramener au prochain niveau. J'espère que nous parviendrons à un accord qui conduira à une plus grande stabilisation et davantage d'investissements dans le marché. Le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, Mohamed Barkindo, a fait état lundi de discussions pour institutionnaliser la coopération entre pays membres et non membres de l'OPEP. Nous avons survécu et nous sommes, j'imagine, bien plus forts. Nous ne parlons plus d'un OPEP à 4 membres, nous parlons d'une plateforme globale de 24 membres. Du fait des réductions de production, les prix du brut sont remontés à plus de $64 le baril contre 40 il y a un an et les stocks accumulés depuis 2014 ont considérablement diminué. Voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Agréable journée à chacun et à tous. À très bientôt sur CIC.